Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple, le canal YouTube également. Aussi, ne manquez pas de télécharger l'application Parents et amis sans frais sur le Apple Store. On dit que lui a aidé de son équipe et de ses robots. Ah, les robots. De qui on parle quand on parle des robots? Il scrute donc tout, sait tout et voit tout. Monsieur Influence Communication en personne, Jean-François Dumas. Bonjour Jean-François. Salut Gilles, comment ça va? Content de te parler. Bien, ça fait un bout de temps. Tu as été le premier, hein? Tu es le premier dans la nouvelle vague podcast balado de parents et amis. Donc, j'oublierai. Tout le temps, je vais pouvoir toujours me dire que j'aurais été le premier. Oui, en autant, je ne suis pas le dernier. Non, absolument. Puis tu es encore vraiment dans le top 10 de la troisième année maintenant. Tu es encore là. Donc, notre premier a comme amené beaucoup de gens. Il y avait eu ma mise au point, puis après ça, le premier podcast. Puis on est rendu ailleurs. T'es rendu à combien, là? C'est ma troisième année. Combien de podcasts? Je ne les ai pas comptés. Parce qu'il y a des années, il y en a eu plus. La deuxième année, à cause de la pandémie, je faisais des fois des paquets de 2, des paquets de 3. Mais je dois être à peu près à 150, d'après moi. Wow! À peu près. Ouais, mais c'est assez, tu sais, puis c'est entre 35, 40, 45, souvent 1 heure. Fait que j'aime beaucoup la méthode. J'aime beaucoup la liberté. Tu sais, c'est un mot qui est galvaudé beaucoup, mais j'aime beaucoup la liberté et ce qu'on me dit, c'est exactement ce que je recherche. On me dit, ça passe d'une semaine à l'autre de toutes sortes d'affaires. J'ai dit, c'est ça que je faisais comme entrevue. Je pouvais faire une entrevue comme là avec toi. On va regarder le poids média, on va regarder comment ça se passe, qu'est-ce qui a été marquant. On a des sujets, pas à peu près, des gros sujets. Mais la semaine d'après, ça peut être Isabelle Huot parler de nutrition. Après ça, on peut parler avec Martin Derico pour parler de patinage immobilier. J'aime ça qu'on varie. Puis ça amène les gens à être curieux et à écouter. Puis la façon de faire des podcasts, c'est pas parfait le podcast par rapport, par exemple, à la radio que j'ai connue pendant 40 ans, mais ça a des avantages. Il y a un côté, avec la technologie d'aujourd'hui, Jean-François, tu sais que dans le temps, ça prenait un fil, line-in, puis tout ça. Fallait que tu veilles dans l'auto, là, tu comprends? Mais là, en plus, ce qui est le fun, parce que tu as assez de métiers, tu le sais, tu n'as pas de format à respecter. Non. Tu n'as pas besoin d'aller à la pause à écart, tu n'as pas besoin... Et comme, c'est drôle parce que j'en ai fait quelques-unes des entrevues avec toi. Et tu fais des podcasts aussi? Oui, des podcasts, mais bien avant aussi quand tu faisais de la radio. Et là, je me souviens, un des classiques avec toi, qu'à chaque fois je te le demandais combien de temps ça va durer. Tu me disais tout le temps, tant que c'est intéressant, on continue. Bien, c'est vrai. Ben, le podcast, c'est la même affaire, mais avec plus de liberté encore. Oui. Et tu peux le faire, la durée que tu veux, le format que tu veux. Et ce que j'aime, je vais être têteux un peu, mais dans la série de podcasts que tu as faite, je ne savais pas combien tu en avais fait, mais il y a des classiques. Oui, déjà. Le genre de podcast que tu vas réécouter, ça fait 2-3 fois que tu vas réécouter parce que, wow! Oui. Des entrevues là, avec Dumas, Alain Dumas, avec Arthur et d'autres. Là, oui. Il y a des entrevues qui vont rester, qui vont traverser le temps. Oui, c'est ça. C'est déjà des classiques, effectivement. C'est curieux parce qu'on est au début du mois de mai 2022. Je le dis parce que ceux qui écouteront un podcast en 2070 vont se dire « Ah, c'est en 2022! » Il faut penser à la postérité. On a une période, j'ai rarement vu autant de sujets polarisants et majeurs. On a vu depuis 2001, on s'est toujours... Dans le fond, on se disait, depuis la crise il y a eu la crise des subprimes à la fin des années 2008-2009. Avant ça, il y a eu 2001, évidemment, le 11 septembre. Mais on dirait qu'avant ça, les gros sujets, ça avait été la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça, la mort de Kennedy, une couple de grands pans de l'histoire. Mais là, depuis une dizaine d'années, c'est fou le nombre de sujets qui viennent galvaniser, qui viennent vraiment nous turlupiner et nous déranger un peu, et même pas mal. Parlons par exemple, de ce temps-ci, on est sur la fin des célébrations de tout l'amour qu'on avait pour Guy Lafleur, donc les funérailles. Au moment où on enregistre, c'est le jour des funérailles. Après ça, il y avait eu Mike Bossé. C'est pas la même intensité Guy Lafleur, mais quand même, ça a marqué beaucoup. 2 légendes. Additionné à ça, la pandémie qui finit plus, qu'on pensait qu'après 3 mois serait arrêtée, mais c'est pas fini. La guerre en Ukraine qui... sincèrement, surprend tout le monde, dérange tout le monde. C'est un des sujets qui me dérange le plus. Vraiment, j'ai l'impression, Jean-François, je t'en parlerai tantôt, j'ai l'impression que je regarde ça comme un curieux, puis qu'on fait rien.
Je sais bien qu'il se fait des choses, mais à tous les soirs, on voit ça à la télé, des gens, il y a 20 morts, les gens sont cachés, ils ont tout perdu. Puis l'autre affaire qui nous dérange aussi pour ce qui est de l'Ukraine, c'est que quand on regarde des villes comme Kiev, c'est des villes qui peuvent ressembler à Barcelone, qui peuvent ressembler à des belles grandes villes modernes, métro, tramway, les supermarchés. C'est pas des vieilles villes comme on voit des fois dans les vieux reportages russes. Là. Puis en Russie, il y a des belles villes aussi. Là, mais tu comprends? C'est comme si on se dit, oh, OK, c'est ça, là. C'est une guerre à la façon des années 50, avec des moyens plus récents, mais qui somme toute sur le terrain, comme on pensait qu'on n'en verrait plus. Et l'image qu'on a à la télé, ça ressemble à des villes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des pans de la ville qui n'existent carrément plus. Oui, c'est ça, effectivement. Puis, fait que tu trouves pas, on se sent impassible, on se sent vraiment. Moi, personnellement, je sens que je dis pas que les gouvernements font rien, mais tu sais, ce qu'ils font, on a l'impression que c'est pas ça qu'ils ont besoin. Puis en même temps, il y a toujours la menace. Ouais, mais si on en fait trop, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Finalement, on veut pas le dire, mais ça ressemble à quoi ce qu'on vit là? T'es d'accord que ça ressemble pas mal à ça? Oui, ça ressemble pas mal à ça, certain. Puis c'est inquiétant. Puis en fait, ce que tu dis, c'est que ces nouvelles-là, et surtout à l'époque à laquelle on vit, je pense qu'il y a deux éléments. Nous, on appelle ça, toi, tu parlais de grosses nouvelles. Nous, on appelle ça des nouvelles polarisantes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de couverture sur un sujet donné, et on en a eu beaucoup depuis quelques années. Il y a eu le conflit étudiant en 2012, ça a duré 9 mois. La corruption au Québec, ça a duré plus qu'un an. Il y a des sujets comme ça où il y a une agrégation de dossiers, de nouvelles et de couverture. Et l'autre chose, c'est que ce sont des nouvelles qui sont très anxiogènes. Et qui crée dans la population beaucoup de stress. Et là, je fais de la pop psycho à 50 cents. Non, mais t'as au lieu d'être analyste média, j'aurais dû être sociologue. C'est mon fantasme, je l'avoue. J'ai de mineur en sociologie. Je peux peut-être t'aider. Tu peux m'aider, oui. Et là, ces nouvelles-là créent donc beaucoup d'anxiété dans la population. La COVID, on l'a vécu pendant 2 ans. Et là, la guerre, la COVID qui finit plus, et là, même l'histoire de Guy Lafleur, c'est aussi, même s'il y a beaucoup d'émotivité, il y a un élément de stress parce que il y a quelqu'un qui est mort qu'on aimait tous beaucoup. C'était le chum à tout le monde, Guy Lafleur. Ouais. Et c'est drôle parce que pendant quelques jours, tous les gens dans les réseaux sociaux qui avaient une photo avec Guy Lafleur, ils l'ont publié. J'en avais, puis je ne l'ai pas mis. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, la déferlante. T'es le seul. Non, t'es le seul. J'ai vérifié, t'es le seul. Mais je pensais à toi parce que je me disais, vous mesurez la présence des médias puis la longévité d'une nouvelle. Ouais. Celle-là me semble avoir été assez intense assez longtemps. Souvent, on dit 24 heures. Donc, le cycle normal des nouvelles que Jean-François Dumas, Influence Communication et les robots regardent, d'après moi, vous avez pété votre bulle. Tu parles de Guy Lafleur? Oui. Je comprends. Écoute, juste pour rappeler que 75% des nouvelles vivent et meurent en moins de 2 heures. Bon, ça, c'est la norme habituelle. Dans le média traditionnel. Parce que dans les réseaux sociaux, 95% des mots-clés, ça dure à peu près 10 minutes. Fait que, à chaque fois, ça me fait rire, excuse-moi. Mais oui, c'est fou, mais, hein? Je veux dire, la nouvelle, on est rendu dans un monde d'éjaculateurs précoces. Ça va tellement vite, ça vient, ça va, et ça part tellement vite que, je veux dire, rapidement, on passe à d'autres choses. Et dans l'actualité, les nouvelles, donc, disparaissent très rapidement. Mais Guy Lafleur, évidemment, c'est hallucinant comme couverture. Écoute, moi, honnêtement, là, lorsqu'il est décédé et le service funéraire, à chaque fois, je braille comme un veau. Ah oui? Pourquoi? Écoute, parce que, on a pas mal le même âge, toi puis moi. Puis moi, je suis de la génération où mon père, comme bien des pères, était un père monosyllabique. Fait que, tu sais, le père qui dit « Ouais, non, c'est ça, ta gueule. » C'est okay. Même. Bon, fait que c'était pas des longues conversations, sauf quand mon père s'installait devant le Canadien, il écoutait Guy Lafleur. Oh. Et là, mon père était de bonne humeur, et là, mon père me parlait. Et là, j'avais une relation avec mon père. Wow. OK, ça fait que ça te ramène à ton père. Ouais. Et Guy Lafleur, en fait, Guy Lafleur, c'est pour moi, c'est sûr que je l'ai vu jouer, je l'ai aimé, puis j'ai aimé le personnage, puis tout le monde, il ressemble à tout le monde, et tout le monde a aimé Guy Lafleur, et il a ressemblé, il a été le chum à tout le monde. Mais pour bien des gens comme moi, c'est plus que ça. Comme bien des gens, Guy Lafleur aurait été un pont avec mon père.
Puis tu sais comment c'est important, pouvoir, d'abord, avoir des privilèges étant jeune. Moi, je me rappelle, écoute, pour dire comment c'était important pour nous à une époque, les 30 ans qui nous écoutent vont dire, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Mais ils ont peut-être déjà entendu ça, le radotage dans leur famille. Mais moi, par exemple, le hockey, dans le temps, c'était le samedi soir, puis après ça, il y a eu le mercredi soir. À la TV. Oui, bon. oui, je me suis. Le samedi soir, nous autres, il y avait une séquence. Souvent, mes parents allaient soit souper au restaurant, quelque chose comme ça, puis on était contents, on se faisait garder. Quand on se faisait garder, il y avait les Arpents verts à 7 h du soir, Cher Oncle Bill à 7 h 30, puis à 8 h le hockey. Hey, c'était toute une soirée. Puis il y avait la soirée canadienne aussi. Ah oui, là. aussi. À l'autre poste, effectivement. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me rappelle un moment, c'était le fun le samedi soir. Puis en hypocrite, on avait une petite liqueur Pure Spring ou une autre. non, mais tu sais, les caisses de 24 qui passaient dans les rues, là. Oui. Et un sac de chips. Imagine-toi, c'était la fin du monde. Alors, quand, par exemple, il y avait un match de hockey que mon père l'écoutait, souvent, je pouvais écouter la première période. Mettons que j'étais jeune, en bas de 10 ans, tu sais, mercredi soir ou samedi. C'est encore plus vrai le mercredi soir, mais mettons samedi soir. Première période, après ça, ben là, votre coucher est assez tard. Mettons 9 h 15, parfait. Puis là, je suis en pyjama, puis des fois, l'escalier, la télé était dans le salon. Je descendais l'escalier. Mon père me voyait. Moi, je pensais qu'il me voyait pas, mais là, j'étais sur le coin, puis je regardais la télé. Je voulais voir un petit peu la télé. Puis des fois, le plaisir qu'il avait, c'était de me faire croire qu'il me voyait pas. Là, mettons, après, presque la deuxième période, Gilles, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais pas coucher? Va te coucher. Mais il savait que j'écoutais. Fait que, tu sais, les privilèges, écoute, on est ailleurs, là. Mais le hockey a été fédérateur, a été un ciment pour tellement de familles. Puis ce que tu dis, je trouve ça émouvant parce que je sais que c'est vrai. Puis je sais qu'il y a bien des gens que moi je connais qui effectivement ont dit, j'avais deux pères, le père habituel puis le père quand il y avait du hockey. Exactement. Puis autre élément, mon père, ça j'ai hérité de lui parce que je fais la même affaire, mon père s'endormait devant la télé. C'est pas vendeur avec nos blondes, hein? Non, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est le meilleur somnifère, c'est le meilleur moyen de contraception sur la télé. Là. Mais et là, mon père, lorsque Guy Lafleur avait une mauvaise soirée, ça arrivait, où il n'était pas spectaculaire, là, mon père avait tendance à s'endormir plus de bonne heure sur le divan. Et là, mais c'est parce que ce qu'il y avait de le fun aussi, c'est que quand ça arrivait, c'est que mon père s'endormait, donc je veillais plus tard. Parce qu'il passait à veiller endormi sur le divan. Correct, là. Il ne me disait pas d'aller me coucher. Fait que là, j'écoutais la game, puis là, j'amenais mes petits bonhommes, puis je jouais dans le salon, j'avais du fun. Puis là, j'avais un break pour l'éveiller grâce à la mauvaise soirée de Guy Lafleur. Donc, c'était toujours grâce à Guy Lafleur. Jean-François, j'ai une question à laquelle tu n'es peut-être pas capable de répondre précisément, mais ça me trottait dans la tête. Quand, par exemple, pour Guy Lafleur, il y a eu des 15 pages, 12 pages, des cahiers spéciaux, il y a eu tout ça. Quand on arrive, mettons, 5 ans, 10 ans plus tard, puis qu'on revient à un anniversaire, ça fait 10 ans qu'il Lafleur est mort. Est-ce qu'on a fait un ménage ou on choisit uniquement ce qui a été marquant? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été écrites. Tu sais, des fois, tu dis, on pourrait faire le tour de la Lune 3 fois avec ce qui a été écrit ou sur certains sujets. Est-ce que le temps fait qu'on garde uniquement les moments charnières? Ben, écoute, comme citoyen, écoute, je pense qu'on essaie dans quelques années, on va essayer de repasser au travers toute la couverture parce que c'est un moment important. Ce qu'on a vécu, là, c'est non seulement la vie de Lafleur, mais également son service funéraire, ça a été grandiose. Tous les témoignages, ça a été gigantesque. Je pense qu'on va essayer d'en voir et d'en revoir le plus possible. Mais c'est sûr qu'on va en échapper avec les années. Est-ce qu'il y a eu... on parlait d'éclipse, oui, mais rapidement, les gens, on a l'habitude quand même de se tanner. Fait que moi, je fais partie de ceux qui, à un moment donné, me disaient, si ça fait 15 de ses coéquipiers ou ex-coéquipiers qui disent qu'ils l'ont aimé, j'ai pas besoin d'en entendre 45, tu comprends? Sans dire que je me suis complètement tanné, j'ai décroché un peu. Fait que je me disais, je sais pas, j'avais hâte de voir, parce que j'ai quand même un cours en journalisme, puis c'est toujours intéressant, toi, c'est la même chose, voir comment les médias vont traiter ça. Je me disais, est-ce qu'ils vont tout le temps ouvrir à Guy Lafleur? Est-ce qu'ils vont mettre la guerre en premier? Est-ce qu'ils vont... Tout dépendait de la nouvelle. Est-ce qu'ils vont reléguer un petit peu plus loin? Finalement, ça a tenu pas mal. C'est ça qui m'a étonné. Et c'est sorti des pages de sport. Oui. Parce que Guy Lafleur, avec les témoignages des politiciens, des gens d'affaires, on l'a sorti de la section sport. Donc, c'est devenu vraiment transcendant. Et pas juste au Québec, parce que la semaine où il est décédé, au Québec, évidemment, c'était la nouvelle numéro 1. Mais au Canada, ça a été la 4e nouvelle de la semaine. Nous, au Québec, ça n'arrive jamais qu'une nouvelle hors Québec domine dans nos palmarès, mais au Canada, ils ont une vision beaucoup plus horizontale de l'information. Ils s'intéressent à ce qui se passe ici. Et anecdote comme ça, depuis qu'on collige des données, depuis que ma business existe, depuis le début des années 2000, donc dans l'histoire contemporaine du Canadien, si je puis dire,
la nouvelle la plus médiatisée sur le Canadien, ça avait été le décès de Jean Béliveau. OK. Mais depuis le décès de Guy Lafleur, c'est Guy Lafleur. Donc, la nouvelle sur le Canadien la plus médiatisée, la plus forte, ça n'a jamais été série la Coupe Stanley. Ça n'a jamais été à finale non plus l'année passée. J'aurais peut-être dit Maurice Richard, mais ça fait plus longtemps aussi. Ça fait plus longtemps. Ouais. Mais depuis le début des années 2000, Ouais. la numéro 2, c'était Jean Béliveau. Et que pousse maintenant, passer devant Jean Béliveau, c'est maintenant le décès de Guy Lafleur. Des nouvelles qui sont énormes en termes de couverture, éclipse médiatique, comme tu le disais, puis ça sort de la section de sport. Tout le monde en parle, c'est un phénomène social. On est même bien loin du hockey là-dedans. Là. On parle... Dans le fond, dans toute la couverture, on a très peu parlé de hockey. On a tellement parlé de l'homme, bien plus encore que de la game. Puis, tu sais, les gens disaient c'est un vrai Québécois, c'est un gars qui est tombé une couple de fois, il a fait quelques gaffes, il s'est amusé quand c'était le temps, il a passé proche de mourir une couple de fois, il a eu de la difficulté avec ses enfants. Tu sais, la vie qui peut arriver à tout le monde, des hauts et des bas. Ah oui, exactement. Qui n'a pas été parfait, qui a été certainement imparfait, qui s'est relevé, qui a redonné beaucoup, qui s'est jamais tanné de dire aux gens merci de me soutenir, merci de m'aimer. Fait que c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a. Et dans le sport, c'est ça que je trouve extraordinaire. Dans le sport, d'un point de vue d'analyse de médias que je suis, ça aurait été probablement un des premiers à abandonner la langue de bois. C'est vrai. C'est vrai. Quand il parlait aux médias, il disait on a joué comme des pitons de bingo. T'sais, il était capable de dire des affaires de même, puis de ne pas avoir la langue de bois, d'envoyer paître son coach. Il était capable de dire des choses comme ça. Et même que les gens de communication, l'équipe, s'arrachaient les cheveux de sa tête. C'est sûr. Ils se sont dit c'est Guy Lafleur. Mais aujourd'hui, on aime donc ça quand quelqu'un est comme ça. Et Guy Lafleur, même, il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui. Ça arrive quasiment plus. Jean-François, c'est la rectitude, c'est l'image des compagnies. Il faut qu'on l'aille plus blanc que blanc. Ben oui. Il y a très peu d'audace dans le traitement médiatique maintenant. Tout le monde joue les fesses serrées. Ça n'a aucun bon sens. Là. Je pense que c'est une des choses qui fait qu'on l'aimait tellement. En plus, oui, effectivement. Ah oui. Il y a une différence aussi parce que les médias sociaux ont amené ça. Il faut être d'accord. Les médias sociaux, le fait que n'importe qui, n'importe quand, sous n'importe quel vocable, n'importe quel nom, peut partir en vrille une information qui va mettre dans le trouble, qui va forcer une compagnie à réagir. Ça amène... dans le fond, le meilleur contrôle, c'est de dire, regarde, on fait attention à tout ce qu'on fait, puis on prend pas de chance. On joue, en guillemets, en termes de sport, on joue safe, puis de même, on n'aura pas à gérer des crises. Moi, je le vois de même, là. C'est une analyse rapide, là, mais je pense que tu peux adhérer à ça parce que ça ressemble à ça. Absolument. Et je vais t'amener complètement ailleurs avec Guy Lafleur. Je pense que Guy Lafleur, on parlait de nouvelles anxiogènes, on parle de nouvelles polarisantes depuis quelques années, et moi-même, je reconnais avoir pleuré beaucoup depuis une semaine avec l'histoire de Guy Lafleur, mais je pense que collectivement, ce qu'on a vécu là avec Guy Lafleur, ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce que... Je vais te raconter une histoire. Ah ouais, donc? Il y a quelques jours, je suis à la télé. J'écoute la télé le matin, je prépare le petit déjeuner. Je suis avec ma fille qui prépare son lunch pour aller à l'école. Ouais. Et là, il y avait, je pense que c'est Salut Bonjour qui jouait à la télé. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui présente les nouvelles et qui raconte l'histoire d'un bonhomme qui est entré dans une maternelle en Russie puis qui a tué beaucoup d'enfants. Et là, ma fille continue de faire son lunch, elle ne se lève même pas la tête. Et là, moi, je suis flabbergasté, comme on dit en chinois. Là. Puis là, après ça, l'autre nouvelle, c'est qu'un avion en Ukraine qui a bombardé un hôpital, il y a de nombreux morts, des civils, des enfants qui meurent. Ils finissent le bulletin de nouvelles en racontant qu'on est rendu à 24 ou 25 morts de la COVID au Québec. Là. Et là, je regardais ma fille qui ne réagit même pas. Là, je suis allé voir sur Twitter toute l'affaire. Et puis même après le bulletin de nouvelles, personne ne réagissait comme si c'était ordinaire, c'était correct. Mm-hmm. Et je pense qu'avec tout le drame qu'on a vécu, avec toute on fait même plus de cas aujourd'hui. On meurt quotidiennement, 20, 24, 30 personnes meurent par jour au Québec de la COVID. Et à part sur la presse ou dans les différents médias Internet, on en parle déjà presque plus. Comme si c'était rendu normal, comme si on s'était habitué à ça. Pas parce qu'on est devenu vraiment insensible, mais je pense parce qu'on a besoin à un moment donné d'alléger un peu l'atmosphère. Et je pense que Guy Lafleur, même si on est très triste qu'il soit parti, ça fait du bien. De ressasser des souvenirs positifs, dans le fond. Oui, c'est ça. Et de pleurer pour quelque chose qui ne met pas en danger notre société. C'est quelque chose de plus léger. Dis-moi, Jean-François, est-ce que vous pouvez
mesurer, parce que vous avez quand même des éléments de mesure, même si vous n'avez pas mesuré de façon précise avant les années 2000, est-ce que vous pouvez prétendre que, par exemple, un René Lévesque qui meurt ou un Félix Leclerc, c'était aussi fort que Guy Lafleur ou même moins fort? Est-ce que, sans avoir les chiffres exacts, là? Je peux pas le dire, mais c'est sûr que... Ça doit être dans le même... C'est un grand parmi les grands en termes de couverture, en termes de témoignages. Tous les jours, depuis qu'il est décédé, il y a des nouveaux témoignages. Il y a quelqu'un qui a besoin de témoigner. Oui. Et je pense que ça fait du bien. Je veux dire, ça fait du bien de pleurer pour ça. Ça fait du bien d'alléger un peu. Encore une fois, c'est un drame qu'il soit mort. Mais, je veux dire, comme société, parce qu'on finit, je pense, l'actualité est tellement anxiogène depuis quelques années qu'on finit par s'habituer au drame, où on finit par s'engourdir, où on fait semblant de ne pas voir ni d'entendre parce que c'est too much. Tu sais, je veux dire, là, actuellement, là, on ne parlera pas. Il va faire chaud l'été prochain, je te l'annonce, là. C'est comme dans tous les étés, il y a des périodes de chaleur. Et il n'y a pas plus de climatisation dans les CHSLD, mais on n'en parle pas. Il y a des vieux qui vont mourir l'été prochain, mais on n'en parle pas. On ne s'y intéresse pas. Il y a un paquet d'affaires comme ça qu'on sait qui vont arriver. Il y a des choses, il y a des nouvelles dramatiques. Et on a tellement vécu de drames, on a tellement été exacerbés par le drame humain depuis quelques années. C'était devenu tellement courant que, à un moment donné, ou bien on s'habitue à ça, ou on se tourne la tête, ou on ne regarde pas, on n'en parle pas, parce que ça nous crée trop de stress. Tout le monde pleure pour Guy Lafleur. Il n'y a pas personne, il n'y en a pas un qui a cligné des yeux avec la maternelle qui s'est fait flinguer par le vieux fou en Europe. Là. Tu comprends? Il y en a qui ont décroché complètement, qui n'écoutent plus. Ils disent tout le temps pareil, la guerre. Fait il y a quelque chose... Mais juste revenir, si on est capable de clore sur Guy Lafleur, la question suivante, qu'on va probablement se poser dans un barbecue cet été entre chums, c'est peut-être déjà commencé, à la Ligue de balle. On va parler de l'affaire de Lafleur. Certains vont dire, là, ils ont poussé pas mal, ils n'ont trop parlé. D'autres ont dit, j'en revenais pas comme il était aimé. La question suivante, ça va être, mais qui, dans les gens qu'on connaît, purement québécois, qui pourrait un jour, à son décès, amener une déferlante aussi grande? Est-ce que ça se peut? Et là, tu es obligé de penser à une Céline Dion, dans le sens où tu dis la seule personne qui est superstar, que tout le monde connaît. Mais en même temps, là, quand j'essaie de les comparer vite fait, je me dis ça marche pas pantoute. La comparaison ne marche pas. Ça va toujours être boiteux. Mais puis c'est toujours en bête. Je sais pas si tu pensais à ça, toi? Oui, j'y ai pensé, puis avec beaucoup de pudeur, parce que analyser la mort de quelqu'un... On ne souhaite pas, là. On se dit juste qui pourrait arriver à la cheville ou à la hauteur d'un impact comme Guy Lafleur, dans le fond. On a des grands Québécois qu'on aime beaucoup. Tu as parlé de Céline. Ginette Renault en fait partie. Gilles Vigneault aussi en fait partie. Absolument. Et je pense que ce sont des grands où on va vivre de grands deuils nationaux lorsque ça va arriver. Ouais, puis en même temps, c'est pas un concours de savoir... c'est ça. Ça devient un peu ridicule. On sait que c'est des gens qui ont marqué, qui ont un talent exceptionnel et qui vont certainement avoir le droit à un respect extraordinaire et à un merci pour ce que vous avez donné. Tu as raison. Mais tu as raison sur une chose, vraiment, là, je pense qu'on n'est pas proche de revivre quelque chose comme Guy Lafleur. Et je pense... Puis je ne veux rien enlever à la grandeur, à la noblesse de Jean Béliveau lorsqu'il est parti. Mais Jean Béliveau, c'était quelqu'un qui ressemblait moins à l'ensemble des Québécois que Guy Lafleur. Jean Béliveau était parfait. Et médiatiquement, même, il était parfait. Il ne disait jamais de niaiserie, il ne se trompait jamais. Il était tout à fait correct. Mais c'est un nice guy, ouais. Des fois, il disait des conneries avec un clin d'œil. Et des fois, il disait des choses qui, probablement, il devait se dire « Tabarouette, j'aurais dû me tourner le micro 7 fois dans la bouche avant de parler. » Mais non, il le disait, puis on lui pardonnait, puis on l'aimait pour ça, parce qu'il était comme toi puis moi. Et il était comme ça. Et ça, dans un monde où le politically correct domine, ça fait donc du bien. Puis c'est quelqu'un qui était, en plus de sa simplicité, en plus de sa générosité puis de tout son talent, c'était quelqu'un qui parlait comme toi puis moi puis qui s'intéressait à tout le monde. Mais je pense que c'est un des grands éléments qui fait qu'on s'identifie autant à lui, c'est parce qu'il nous ressemblait. C'est pas son talent, c'est pas sa générosité, ce sont toutes des grandes qualités. Mais je pense qu'on se voyait tellement en lui. C'est une des raisons pour lesquelles, à part toi, tout le monde a publié sa photo avec Guy Lafleur dans les réseaux sociaux. C'est vrai, quand c'est arrivé dans les derniers jours, à un moment donné, je me suis amusé, je déroulais des pages Facebook et tout le monde sur mon fil Facebook qui avait eu une photo de Guy Lafleur l'a publié. Je comprends, avec raison.
Mais tu sais, il y a un côté flamboyant aussi, excessif. Là. Prenons au hockey. Prenons dans la même semaine ou presque le décès de Mike Bossy et de Guy Lafleur. Mike Bossy, bon, c'est pas la même relation avec les Québécois, bien qu'on a reconnu son talent, je sais pas combien d'années de 50 buts, tout ça. Mais tu sais, c'est un poteur. En termes de hockey, tu dis c'est un poteur. Il apprenait clic. Mais Guy Lafleur, c'était à la montée, les cheveux au vent, le démon blond, le lancer frappé dans le coin qui allait pogner. Tu sais, il y avait un côté flamboyant, excessif dans le sens où il démontrait... Je sais pas, il y avait quelque chose de plus que je vais à la job, je fais ça. Puis après ça, il allait dire des choses qui ne devaient pas être dites souvent. Il allait dire des choses qui auraient dû être dites, mais qui ne se disaient pas. Genre, le coach aurait dû enlever le gardien à la fin, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais lui, il a dit, alors que personne ne disait ça. Mais comme c'était Guy Lafleur, ça passait. Puis finalement, en bout de carrière, ça y a nuit, à la fin de sa carrière. C'est sûr, c'est sûr. Il s'est fait... Ben, en fait... Il n'y a pas des ennemis, mais il y a des gens qui aiment ça. Oui. Et l'autre chose, je pense, qui est bien niaiseuse et bien terre à terre, mais les gens de notre génération vont rigoler, c'est qu'il faisait tout ça. C'est un athlète immense, mais qui fumait ses cigarettes entre chaque période. Oui. C'est pas drôle à dire, mais c'est vrai. Ben non, mais tu sais, vraiment, c'est une espèce d'antagonisme. Bon, il y a un côté bum. Contradiction. Oui, c'est ça. Un bum sympathique. On aime les bombes sympathiques. Il y a beaucoup de policiers qui doivent aujourd'hui se remémorer la fois où ils ont intercepté Guy Lafleur qui était sur la 20, qui faisait de la haute vitesse, mais ils n'ont pas donné d'étiquette parce que c'était Guy Lafleur. Le poteau, là, tu parles-tu du poteau qui est rentré dans le windshield sur le bord de l'autoroute à Montréal? Oui, ça, il aurait pu se tuer. Il aurait pu se tuer. Il aurait pu se tuer. Mais il a dû se faire intercepter par la police. Le nombre de fois? Ben oui. Ça a fini par un papier, mais signé par Guy Lafleur pour le policier. Oui, c'est sûr. Sûr, Jean-François, c'est sûr. Hey, on commence le podcast tantôt en disant, là, Guy Lafleur, on a-tu trop parlé? On est rendu à 27 minutes. OK, parlons un petit peu de la guerre. Je veux juste savoir, parce que vous suivez ça, évidemment, la couverture, parlons de la couverture de la guerre. Oui. Je veux que tu me donnes une brosse, un tableau, comment la couverture média évolue. Il y a eu comme des hauts et des bas, des soubresauts au gré. Par exemple, je vais te laisser répondre, mais je vais te donner un exemple. Récemment, TVA a envoyé Richard Latendresse un petit voyage vite fait. Après ça, il a envoyé Félix Séguin. Mm-hmm. Fait que là, ça a ramené en première position la guerre parce qu'il y avait un correspondant sur place. Fait que, est-ce qu'au fil du temps, on s'en est un petit peu... On a commencé à baisser la cadence de la couverture? Absolument, absolument. Écoute, régulièrement, ça ne fait pas le top 5. Depuis quand? Là? Depuis une couple de semaines? Ben? Depuis une couple de semaines. Parce que, oui, c'est important, puis on en parle. Mais je veux dire, il n'y a pas d'éléments majeurs qui font en sorte qu'on en parlerait, et particulièrement au Québec, parce qu'il n'y a pas de Canadiens, de Québécois là-bas, ou à peu près pas. Ça fait que ça diminue notre intérêt. Nous, on a vraiment besoin de se voir dans la nouvelle. Ah, Seigneur, ça tu touches un point, on pourra en parler 15 heures de temps. C'est loin, c'est loin. Tu sais, je me souviens, c'est un classique, ça. Tu sais, je vais donner l'exemple. On a besoin tellement... En fait, c'est un classique pour tous les médias, mais au Québec, c'est encore plus fort. On a besoin de voir un de notre gang dans la nouvelle. Et le plus bel exemple de ça, puis ça, je l'ai vécu, on a fait l'expérience, c'est en 2013, on apprend que ça vient d'exploser au marathon de Boston. Oui. Alors là, c'est le drame à la télé, partout. Et là, je mets ma gang, j'ai dit, vous allez surveiller les comptes Twitter d'à peu près toutes les grandes émissions de télé, de radio, de journaux, de tous les journalistes connus ou moins connus sur Twitter. Vous allez surveiller ça, savoir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent. Et le premier message de tout le monde, et y compris même ton émission, parce que je me souviens très bien d'avoir trouvé, oui. Tout le monde disait la même chose ou écrivait la même chose. Connaissez-vous un Québécois à Boston? Pas. Il y a du monde qui meurt à Boston. Pas, il y a des explosions. Connaissez-vous connaissez-vous un Américain qui parle français? Connaissez-vous un Québécois à Boston? Parce que, et là, ça vient juste souligner la réalité québécoise. On a besoin de se voir. Dans n'importe quelle nouvelle, à partir du moment qu'on est capable d'associer un Québécois à une nouvelle, on va en parler jusqu'à 25 fois plus. Parce que, et pour les gens qui ne connaissent pas ça, dans les écoles de journalisme, on enseigne la théorie de la mort kilométrique. C'est-à-dire que tu vas prendre le nombre de kilomètres qui distancie l'auditoire d'une nouvelle, divisé par le nombre de morts. Autrement dit, il faut qu'il y ait beaucoup de morts pour qu'on en parle. Plus il y a des morts, plus on va en parler.
Ah non, on peut même pas dire le contraire. C'est comme ça que ça se passe. Puis le 11 septembre, c'est la même chose. Il y avait une délégation du Québec. Connaissez-vous quelqu'un qui était dans la délégation, qui était là-bas, qui pourrait nous en parler? Bien, il y a l'élément langue, là, parler en français, d'une part. Oui. Ben oui. D'autre part, donc quelqu'un qui peut parler en français, ça aide. Puis quelqu'un qui est des nôtres, qui est à Québec, puis qui va nous dire que 2 heures avant, il aurait pu être là, mais finalement, il est allé déjeuner avec quelqu'un d'autre. Plein d'histoires de même qui sont arrivées après. Ça ajoute à l'intérêt de la nouvelle, tu as raison. Ouais. C'est juste qu'au Québec, on a la propension d'en parler beaucoup moins, d'avoir beaucoup moins d'intérêt quand il n'y a pas un de notre gang. Le même principe s'applique. Donc, ça nous amène dans notre désintérêt pour les nouvelles internationales parce qu'on fait très peu de nouvelles internationales. Mais dis-moi, Jeff, est-ce que il y a une différence fondamentale, comme dans bien des cas, entre le Canada anglais et le Québec sur la couverture de la guerre? Ben oui. Oui? C'est frappant? Au Canada anglais, on va maintenir un intérêt. Et on continue. Il y a un beat. Il y a un beat guerre. OK, parfait. Okay. Aujourd'hui, là, c'est notre 10 minutes sur la guerre. Au Québec, on va en parler, mais là, à un moment donné, c'est à la fin du bulletin de nouvelles, c'est en complément d'information où il y a toujours la guerre, mais il n'y a pas de grand dossier nouveau. Et donc, s'il n'y a pas de Québécois, s'il n'y a pas un grand élément sensationnel, on va parler du jour de la Terre, comme la semaine où Guy Lafleur est mort. Guy Lafleur, c'était la nouvelle numéro 1. Après ça, c'était le jour de la Terre, les présidentielles françaises, Sunwing qui s'était fait critiquer avec ses problèmes informatiques, oui. Et le procès de Carl Giroir à Québec. Mais il n'y a pas du tout d'Ukraine là-dedans, là. OK. Et pourtant, on continuait de mourir en Ukraine. Il y a des hôpitaux qui se faisaient bombarder, puis c'était épouvantable. Et donc, Puis alors qu'au Canada, pendant cette semaine-là, il n'y a pas eu de grand éclat en Ukraine, mais l'Ukraine a occupé la 5e position à travers le pays. Donc, au Canada anglais, on en parle beaucoup plus qu'au Québec. Et quels sont les pays qui en parlent le plus? Je serais porté à dire la France, l'Angleterre. Est-ce que je me trompe? Les pays, les plus vieux pays, l'Italie, je sais pas. Je n'ai pas fait l'inventaire, je peux pas te dire. Mais je te dirais, tu as sûrement raison, en Europe, on va en parler abondamment. D'abord, ça se passe en Europe, là, qu'on le veuille ou non, l'Ukraine, c'est proche. Là. Assurément. Puis les États-Unis, c'est comme un bruit de fond, mais aux États-Unis, c'est amusant parce que même s'il y a un lien direct avec les États-Unis, il n'y a pas énormément, toute proportion gardée, il y a très peu d'intérêt dans les médias américains pour ça, à part les grandes chaînes. Là. Dans les médias américains, quand tu creuses un peu dans les journaux en région, c'est pas un dossier qui est très, 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 très populaire. Les Américains font pas beaucoup de nouvelles internationales. Ils font de l'international quand ils sont impliqués dans un dossier. Ouais. Mais habituellement, comme ils sont impliqués dans tout, par définition, ils font beaucoup d'international. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas, à part les grandes chaînes nationales, il n'y a pas énormément d'intérêt pour l'Ukraine dans la presse américaine. C'est étonnant, mais c'est le même. Et ce qui est changé beaucoup, parce que depuis 15 ans, on l'a demandé puis on l'a promis. La grosse image, c'est les Américains qui disaient, écoutez, on a des catastrophes naturelles ici aux États-Unis. Arrêtez d'envoyer nos hommes, nos militaires aider le monde partout dans le monde. Venez donc nous aider. Tu sais, quand ça a commencé, Katrina, tout ça, ça a été majeur là, dans la suite de la présence des militaires américains à l'étranger. Depuis ce temps-là, les Américains ont donné beaucoup d'argent, ont donné beaucoup d'équipements militaires, entre autres à l'Ukraine. Mais la réalité, c'est qu'on n'enverra pas d'hommes là, ni de femmes. C'est ça que les Américains disent, si j'ai bien compris. Et les gens qui auraient envie de critiquer, qui nous écoutent et qui critiquent les médias en disant « Mon Dieu, les médias sont déconnectés. Ouais. » Bon, bien, parfait, lâchons les médias, allons juste sur Twitter. Pendant la même période, on a identifié les mots les plus populaires sur Twitter au Québec. Le 5e mot le plus populaire, c'est « Joyeuse Pâques ». Après ça, c'est District 31 en minuscule. Macron, District 31 en majuscule. Et le premier mot clé, le plus populaire pendant cette semaine-là, c'était Guy Lafleur. Il n'y a pas d'Ukraine non plus. Donc, même les gens qui tweetent, qui réagissent, dans les qui jasent, ouais, c'est ça, avaient plus ou moins d'intérêt aussi. C'est un peu comme la saucisse à grade. Les médias traditionnels vont en parler moins, les médias sociaux vont moins réagir et vice-versa. Là, ça va en prendre plus. Quand ça fait 70 jours comme là, de guerre, ça va prendre quelque chose de plus gros, puis de vraiment majeur, puis d'épeurant, des mesures pour que le monde, que ça revienne front, puis tout le monde ne parle que de ça. C'est ça, parce que là, il y a de l'usure actuellement. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. C'est moins populaire. J'avais un questionnement pour une compagnie comme vous, qui avez des clients québécois et qui évidemment, qui rayonnent à l'international. Jean-François, tu en as parlé souvent. On peut imaginer bien des compagnies comme ça, mais le fait qu'il y ait de la censure opérée par Moscou,
et la Russie. Donc, est-ce que vous êtes capable quand même d'avoir un pouls pour la couverture en Russie et en Chine, par exemple, parce que c'est très contrôlé en Chine, mais encore plus en Russie en temps de guerre? Est-ce que vous êtes capable de faire la part des choses ou vous prenez... J'essaie de voir. Ma question, c'est pouvez-vous contourner les règles de censure russes ou vous n'avez pas de clients qui veulent rien savoir de la Russie? Je ne sais pas. Là. En fait, on ramasse beaucoup de médias à peu près dans la plupart des pays. Là où on a plus de... Le pays, un des pays où on a le plus de misère à entrer ou du moins ramasser des journaux parce ils les rendent moins disponibles ou pas disponibles au reste du monde, c'est la Corée du Nord. Okay. Parce qu'à part ça, la plupart des médias, évidemment, moi, je ne peux pas contrôler la nature de l'information qu'il y a dans le journal, mais la plupart des journaux qui sont disponibles en Russie ou en Chine, on y a accès, nous autres. Okay. Donc, on est capable. Mais, pour te donner une idée, OK, je vais te raconter une histoire, puis peut-être que ça n'a aucun rapport avec la réalité, mais tous les gens dans mon industrie qui surveillent l'information et qui diffusent l'information à des gouvernements comme moi. Parce que tu as un gros client, toi, c'est le gouvernement du Québec, entre autres? Le gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, fédéral, okay. Les grandes corporations. Et au Canada, il y a d'autres gros groupes, Press Display, qui diffusent des journaux à travers le monde. Et qui, Journal du Québec, Journal de Montréal, sont sur une plateforme de Press Display. Donc, tous ces gens-là, toutes ces organisations-là, depuis le début de la guerre, ont été piratées. Moi y compris. Ça a donné quoi, mettons, pourquoi pirater? Comment tu l'as su a posteriori? Tu l'as su comment? Des attaques solides où, à un moment donné, nos systèmes, pendant quelques heures, ne marchent plus. Oh! C'est des attaques étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Mais est-ce que tu sais tout de suite que tu es attaqué, toi? Parce que tu es assez blindé, vous avez des systèmes assez solides? Oui, mais on le sait tout de suite. Okay. On prend des mesures, mais on a été attaqué solidement. Et à un moment donné, il y a des parties de nos opérations qui ne marchent plus pendant quelques heures. On est obligé d'intervenir. Press Display, pendant plusieurs jours, c'est presque une semaine, n'ont pas été capables de distribuer le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Et c'est un gros groupe, plus gros encore que le mien. Okay. Les autres sont en Colombie-Britannique et ils distribuent des journaux à travers le monde. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais comme par hasard, la plupart des groupes qui sont dans l'industrie de la diffusion de l'information ont tous été attaqués depuis le début de la guerre. Est-ce que vous savez éventuellement la genèse de ça ou si vous n'arrivez pas à le savoir? On ne le saura jamais. Okay. Deuxièmement, c'est que comme je suis une petite PME, je n'ai pas les ressources pour enquêter à savoir d'où ça vient. Moi, ma job première, c'est de protéger mes systèmes, s'assurer que ça marche demain matin. Mais quand il y a des attaques comme ça nous fait peur parce qu'on se dit « Wow! » Nous autres, on n'est pas... J'ai pas une armée d'informaticiens, voilà. Là. Je m'organise avec les moyens qu'on a, avec des consultants, toute l'affaire. Et malgré ça, tout le monde s'est fait attaquer. Ça te rend plus nerveux, pareil, pour la suite des choses. Tu te dis, il ne faudra pas que ça arrive souvent. Là. On ne le dit pas trop fort. Mais non. On ne veut pas insécuriser personne. Puis les clients ne s'en sont pas aperçus. Mais tabarouette, on a travaillé fort. Ça a dû pédaler, effectivement, M. Dumas, j'imagine. Je veux qu'on parle un peu de la pandémie parce que, tu sais, je pense tout le temps à toi. Tu as 1 heure, 2 heures, une journée, une demi-journée, puis next, la nouvelle, puis tu sais, bon, comment ça meurt vite. Je me disais, 2 ans, c'est quand même une éternité en termes de médiatique. Oui. La courbe d'intérêt ou du désintérêt, est-ce qu'elle est en décroissance complète ou comment ça marche? Écoute, les 2 premiers mois de la pandémie, c'était plus de 80-85 du contenu au Québec qui portait là-dessus. 2021, ça a été 20 % Et là, on est en décroissance. Okay. C'est sûr qu'on est en décroissance constante et c'est tout à fait normal. Il y a 2 choses qui m'inquiètent, c'est que les gens qui nous écoutent ont toujours cette impression-là, c'est que plus les médias vont parler d'un sujet, plus c'est important, plus ils deviennent sensibles, moins on en parle, plus on se désensibilise. Et quand on se désensibilise, des fois, les gens sont moins prudents. Oui. Et donc, c'est tout le temps ça, un peu le risque pour la société. On a moins d'oreilles pour la nouvelle à ce moment-là. Oui, tu sais. Pas encore la pandémie. La maudite COVID. Fait que oui, c'est facile de passer à autre chose. Hein? Tu sais, là, même si toi et moi, on se mettait à chialer contre le masque, c'est pas ça qui va nous protéger contre la COVID. Je veux dire, tu sais, on va... chialer, c'est pas ça et être impatient, c'est pas ça qui va nous protéger contre la COVID. Qu'on soit pour ou contre le masque, c'est pas le fait d'être tanné qui va plus nous protéger. Cependant, on en est un peu là. On entend chialer puis chialer. Il est temps qu'on enlève le masque. Oui, mais si ça nous protège, on peut se le garder encore un petit peu plus. Il y en a qui vont faire à leur tête, c'est le cas de dire. Moi, je fais partie de ceux qui vont avoir des masques dans le coffre à gants de mon char tout le temps. Là. Ben oui. Et donc, le rôle des médias par rapport à une nouvelle comme ça, c'est important. Alors, quittons la COVID, puis pour appliquer ce principe-là ailleurs,
un des secteurs d'information qui est en baisse depuis de nombreuses années au Québec, puis là, alors qu'on est en plein dedans, c'est la saison de l'impôt. Année après année, depuis 20-25 ans, il y a une diminution de notre intérêt pour la saison de l'impôt, alors qu'il y a 25-30 ans, à cette période-ci de l'année, il y avait toujours un comptable à chaque année qui venait régulièrement nous dire comment fourrer l'impôt cette année. Il nous disait, bon, bien, cette année, le truc, si vous voulez sauver de l'impôt, annoncez ça, déclarez ça, faites ci comme ça. Et maintenant, on a tellement peur d'ennuyer les gens qu'on n'en parle plus. Et c'est quoi l'impact? Tous les analystes disent que, globalement, au Québec, année après année, on met de moins en moins d'argent de côté dans nos REER. Parce qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus. Les gens sont moins sensibles. Si on en parle moins, les gens se disent, bon, c'est moins important. Ils sont moins importants. Plus on en parle, plus on sensibilise, plus les gens vont poser des actions. Un petit mot encore sur la pandémie et sur le regard médiatique. Qu'est-ce qui, Jean-François, marche encore pour la communication gouvernementale en termes de pandémie après 2 ans? Le show Arruda, les tartiflettes, pas les tartiflettes, les petites tartes. Sa vidéoclip. Oui, la peur est un peu moins présente. Donc, les éléments qu'il faut... Parce que ça a été le mot, je t'en ai parlé souvent, quand tu disais ça va être... Tu disais ça va être l'année de la peur, finalement, ça va être les années de la peur, c'est encore très présent. Mais donc, il y a moins la peur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peur, mais la peur de mourir, mettons, c'était plus présent au début de la pandémie. Le show Arruda, qui, bon, on s'amusait avec ça, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on peut communiquer? Tu sais, je me demande, l'intérêt est où, là? En fait, le gouvernement a été, sans dévoiler des secrets, le gouvernement a été obligé un peu de revenir à la poutine habituelle, parce que là, on a recommencé à parler du REM, on a recommencé à parler de la gestion du gouvernement, les opérations courantes, parce que la pandémie est devenue moins omniprésente, moins populaire. Donc, le gouvernement s'est remis à faire sa job et d'en parler dans les médias. Mais la pandémie, ça devient de plus en plus difficile pour le gouvernement de l'amener en avant-plan parce que c'est moins populaire. Les gens disent « Ah, ouais, OK. Ah, on va, le principal enjeu actuellement, c'est quelle date on va pouvoir enlever notre masque. » On en est là. La première année, 2022, ça a été quoi? Ça a été la pandémie, on meurt. La deuxième année, 2021, ça a été l'année du vaccin. Et là, cette année, c'est quelle date on peut enlever notre masque? C'est ça. Fait que là, évidemment, c'est moins sexy dans les médias. Fait que c'est très difficile d'amener ça dans l'espace et d'en parler. Et qui que ce soit, c'est pas juste une question de personnalité. C'est pas parce que Arruda est plus là. C'est pas parce que Christian Dubé est plus beige. C'est juste que c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup moins populaire, beaucoup moins hot. Édulcoré avec le temps. Donc, le temps a fait son œuvre. Là. Absolument, absolument. Ça devient... bon, en tout cas, regarde, c'est sûr qu'il y a eu la couverture qui a été très grande, qui devient de moins en moins grande. Dans le monde, ce qu'on couvre aussi différemment, là, ce que vous voyez, c'est que l'intérêt baisse un peu partout au Canada ou aux États-Unis. Aux États-Unis, probablement aussi. Mais vois-tu, on arrive à quelque chose d'assez étonnant. On a dit, quand la pandémie est arrivée, qu'une des curiosités nouvelles et étonnantes, c'est qu'il y a une information, un sujet, une maladie qui touche tout le monde en même temps sur la planète. C'est assez rare que ça arrive comme ça. On a dit « wow ». Mais là, en dedans d'1 an, arrive la guerre qui touche tout le monde en même temps. La pandémie n'est pas finie. De 2 sujets, je ne souhaite pas que ça arrive, mais c'est quelque chose. Il y a d'autres choses qui touchent le monde, là, le réchauffement de la planète, tout ça, mais je parle des sujets d'importance comme étant du warning, là, vraiment une crainte, un contrôle. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on vit là. Si c'était exceptionnel juste pour la pandémie, puis qu'on ajoute la guerre, ça rend encore plus impressionnant la couverture. Et pour les gens qui disent que la guerre, ça reste un enjeu local en Ukraine, bien, détrompez-vous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui parlent de la possibilité d'un conflit mondial. Donc, je veux dire, ça peut dégénérer et toucher tout le monde dans le monde, comme la pandémie. Effectivement. Mais juste un petit point, tu racontais des histoires pendant ce podcast-là, j'en ai une à te raconter, puis elle n'est pas vieille. C'est une histoire que j'ai vue hier, puis qui est passée, tu sais, quand tu dis ça passe dans le beurre, j'ai pesé sur pause, j'ai appelé ma blonde qui est en train de se brosser les dents parce qu'on allait se coucher, on a de préparation de début de nuit, que de spécialité. Et donc, j'ai dit, viens entendre, je ne sais pas si tu as entendu ce que je... Il y a un téléphone, sur mon téléphone, ça sonne? Non, c'est le mien, je vois OK. It's not grave. Non, c'est pas grave, ça fait occuper. Tu trouves pas, ça fait salle des nouvelles, ça fait information. Donc, on écoute le bulletin d'information hier de Radio-Canada. Geneviève Asselin est à l'antenne, puis elle va présenter un reportage sur la pandémie. OK? Et
Elle dit, les nouvelles concernant la pandémie nous ont affectés récemment. Là, elle m'apprend quelque chose que je ne sais pas, mais c'est pas quelque chose de banal, à toi de juger. Mais hier soir, donc, elle dit, en précède d'un topo qui va être présenté, on a appris, pas plus tard que la semaine dernière, que selon des études britanniques et internationales, les gens qui ont eu la COVID ont 2 fois plus de chances d'avoir une crise du cœur dans l'année suivant la COVID et un peu plus que ça de faire un ACV. Ah, Là, oui. j'ai pesé sur pause, j'ai dit, oh, minute, il n'y a personne qui me. J'ai pas vu ça nulle part, moi, là, cette affaire-là, puis c'est Radcan. C'est pas n'importe. Mais ça a passé, tu comprends-tu, en ouverture d'un topo. Ma blonde est revenue, elle a avalé sa brosse à dents, elle en a acheté un autre. Non, nous autres, on a vraiment stické là-dessus, puis on a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont développer là-dessus? Non, c'était pas ça. C'était sur d'autres choses un autre effet beaucoup moins important. Mais c'est un exemple, vois-tu, je dis pas. Moi, personnellement, hier, ils ont réussi à m'atteindre avec une nouvelle de main. Je dis, ben voyons donc, parce qu'on se dit tous la même chose. Dans nos discussions entre amis, un petit verre de vin l'été passé, puis dans nos réunions, on se dit, ouais, là, la COVID, il y en a une gang qui l'ont eu, on a l'impression que tout le monde l'a eu, tu sais, aux fêtes, au printemps, bon, à Pâques, puis tout ça. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on va apprendre à un moment donné que ceux qui ont la COVID, ils ont des lésions qui font qu'ils sont plus... je sais pas, moi, il y a une faiblesse ou ils viennent fatiguer plus vite. Pas juste la COVID longue, je parle juste des effets qu'on ne peut pas mesurer. Tout est arrivé trop vite, tu comprends? On n'a pas pu mesurer tout ça. Déjà, le vaccin est arrivé vite. Tout s'est fait en accéléré, Jean-François. Mais hier, quand j'entends ça, je dis, wow, attends un peu. Puis là, j'aurais aimé ça qu'on développe en disant, est-ce que c'est pour les vieux? Est-ce que pour les jeunes? Est-ce que ça touche tout le monde? Est-ce que c'est... Comment ils peuvent dire ça, 50-60 %? Tu trouves pas que c'est énorme, toi? Oui, puis ensuite de ça, je veux dire, la fille a probablement fini sa nouvelle et est passée à d'autres choses, puis comme si on venait d'annoncer une pub. Là, oui, mais moi, en tout cas, personnellement, c'est pas une critique contre Radio-Canada. Là, non, mais ça a laissé une trace. Là, Colline. Il y a comme un petit nuage de doute là, au-dessus de la patente. Je peux t'annoncer que depuis ce temps-là, ça n'a pas fait la une d'aucun journaux. Là. Non, je sais, tu m'en aurais parlé, tu aurais dit, ben oui. Alors, ça peut pas être, tu sais, je me disais, ça peut pas être une joke, c'est pas le 1er avril, là, ils peuvent pas mettre ça de même. En tout cas, je vais faire mes recherches, comme disaient certains qui nous accusaient de toutes sortes de choses, puis on pourra le savoir prochainement. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Hey, ça a été le fun. C'était le fun de te parler. Jean-François Dumas, président d'Influence Communication. Merci, bonne journée. Salut.